Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Nous sommes le lundi 1er février. Je vous retrouve comme chaque semaine pour la transcription en français de la vidéo hebdomadaire faite par le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, en anglais tous les vendredis, que je vous traduis ici même, toujours depuis l'île Maurice. Alors cette semaine, ce qui a été dit par Alex, il a abordé pour commencer un point sur lequel il s'est longuement attardé, qui est le phénomène GameStop, qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans la petite communauté financière, notamment l'application Robinhood, vous le savez, a fait des ravages. Enfin, vous le savez peut-être pas d'ailleurs. Robinhood, c'est une plateforme de trading, mais qui s'adresse un peu à façon eToro, mais qui a eu énormément de succès pendant toute la période Covid, donc depuis plus d'un an, et qui a comme une clientèle très jeune, qui sont je dirais, des jeunes millennials, voire génération Z, enfin je ne sais plus comment on les appelle, et qui investissent pour la première fois en bourse et qui le font via cette plateforme. Alors, dans cette petite communauté, il y en a certains qui avaient misé sur une compagnie dont le code est GME, qui est une compagnie qui s'appelle GameStop. Mais en parallèle, il y a un gros hedge fund. Alors, je crois que c'est Citadel, mais là, c'est à vérifier. En tout cas, il y a un ou deux gros hedge funds qui ont pris des positions short sur cette action. Alors, la première des choses qu'il faut noter, c'est que donc pour la première fois, on a eu un moment où les petits, c'est-à-dire toute cette communauté de petits acheteurs de GameStop, ont failli mettre par terre cet énorme hedge fund qui s'est retrouvé le lendemain de cette prise de position short face à donc toute cette communauté qui ne faisait que faire monter le prix. Et du coup, ils se sont retrouvés le lendemain à devoir verser 8 milliards de dollars juste pour pouvoir tenir leur position, car sinon ils allaient sauter. Donc ça les a mis dans une situation très embarrassante. La petite communauté, elle, était ravie de voir que le petit pouvait gagner. Enfin, c'est le David contre Goliath, hein. Et Goliath étant en l'espèce Wall Street, bien sûr, toujours avec ses acteurs qui sont des mastodontes. Et encore une fois, nous avons eu la preuve, s'il en fallait encore une, que le jeu est totalement truqué, puisque Robinhood et même d'autres plateformes de trading ont décidé de suspendre tous les trades sur cette action GME, le temps de laisser à l'action le temps de baisser grâce aux interventions sur le marché des hedge funds et de leurs acolytes. Ce qui n'a pas manqué de susciter un énorme tollé, mais figurez-vous qu'évidemment, pour ce genre de hedge fund, perdre 8 milliards n'était certainement pas acceptable, et que même si c'est illégal, ce qu'ils ont fait, ils ont mis la pression sur les plateformes pour leur demander d'empêcher toute la petite communauté qui s'était mis long sur cette action de pouvoir sortir avec leurs bénéfices, qui auraient été évidemment les bénéfices équivalents aux pertes des fameux hedge funds. Alors, cette histoire nous montre que d'abord, je pense que s'ils ont pu le faire, c'est tout simplement parce que des exemples depuis 2008 pleuvent d'acteurs qui, en fait, ont commis des fraudes, mais n'ont jamais été réellement punis, à part payer des amendes. Or, les amendes sont souvent bien inférieures au montant généré en bénéfices. Hein, depuis 2008, je crois qu'il y a eu des centaines de milliards de dollars payés en amendes, diverses et variées, mais personne n'est jamais allé en prison. Alors, ces gens-là ont dû se dire de la même façon, hein, on peut tout faire, puisqu'on ne risque tout simplement pas la prison, et éventuellement, on peut dire que les amendes sont maintenant finalement juste le coût de faire du business. Dans ce genre de business, vous avez des coûts, hein, vous avez des coûts comme dans tout business. Un des coûts de ces business, c'est juste de payer des amendes pour les activités illégales. Vous voyez, c'est quand même très très particulier comme façon de voir les choses. Mais un deuxième point d'ailleurs que j'ai omis de vous dire, c'est que dans cette histoire, et Alex donc en parle énormément, hein, vous pourrez aller le voir pour ceux qui comprennent l'anglais, il a même écrit un texte lui-même
pour expliquer exactement ce qui s'est passé selon lui. Mais ce que j'ai omis de vous dire, c'est que ce qui avait été vendu à découvert par les hedge funds, ça représentait 113% du nombre total de titres existants sur GameStop. Alors, là, on est face à quelque chose, et j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'explique que ce genre de magouille est monnaie courante dans la finance traditionnelle, ce qui n'a pas du tout l'air d'ailleurs d'embêter ni Christine Lagarde ni Janet Yellen, qui sont plutôt omnibilés sur les soi-disant crimes commis par le Bitcoin, alors que je fais une incartade, alors on sait maintenant via des études assez sérieuses que le pourcentage des infractions commises sur tout le marché du Bitcoin s'élèverait à 0,3%, c'est-à-dire on est sur des sommes qui sont ridicules, hein, puisque le Bitcoin c'est même pas... alors c'est combien maintenant? C'est même pas 1 trillion, hein, on est même pas 1 trillion de dollars de capitalisation, je crois qu'on est à 600 milliards, 0,3%, on est à combien? Ça fait 2 milliards si vous voulez, 2 milliards c'est rien par rapport au nombre de transactions frauduleuses qu'il y a sur les marchés traditionnels. Mais ça c'était une incartade, donc voilà, comment est-ce que 113% d'actions, c'est-à-dire plus qu'il y a vraiment d'actions existantes pour une compagnie comme GameStop, ont pu être shortés par ces hedge funds? Et bien, il n'y a qu'une seule explication, c'est que les fameuses plateformes comme Robinhood et les autres leur ont permis finalement de vendre des actions que personne n'avait. Ils ne les ont même pas louées, puisque normalement quand vous faites de la vente à découvert, vous devez louer et donc payer quelqu'un pour vous louer les actions que lui possède afin de les prêter à des acteurs qui peuvent ensuite les vendre avant même d'en posséder. Mais là, lorsque vous permettez à des gens d'en vendre 113%, il serait quand même intéressant que les autorités de régulation, n'est-ce pas, dont Janet Yellen ne cesse de dire qu'elles sont si importantes, fassent peut-être leur petite enquête sur ce point-là. Voilà, ce serait quand même pas mal. Donc, comment est-ce que tout ça est possible? Écoutez, toujours la même réponse, c'est possible, parce qu'on les laisse faire. Et puis les exemples maintenant depuis 2008 montrent que non seulement on les laisse faire, mais en plus les punitions sont soit inexistantes, soit très très peu sévères et tout à fait acceptables pour les acteurs évoluant sur ce genre de marché. Voilà, donc évidemment, conclusion d'Alex Mashinsky, vous ne parviendrez pas à vous faire Wall Street, à vous faire les gros, en faisant des manifestations, en essayant d'avoir des actions, en essayant de jouer à leur propre jeu. Vous n'y parviendrez pas. Donc le seul moyen de les battre, c'est de les faire jouer à un autre jeu et de créer nous-mêmes notre jeu, qui est évidemment un jeu beaucoup plus honnête et qui est d'évoluer dans les crypto-monnaies. Et Celsius vous a montré et montre encore comment on peut très bien se porter excellemment financièrement, puisque le Cell Token a fait plus de 4000% en un an, tout en ayant des règles du jeu qui soient claires et sur lesquelles en fait tout à chacun peut vraiment s'enrichir et de façon honnête. Voilà, c'est possible. Comme le dit Alex, c'est comme si vous jouez à un jeu et puis tout à coup l'arbitre, qui est en même temps jugé parti, puisque ce sont les plateformes, elles ont sifflé la fin du jeu et ont permis à un des joueurs tout simplement de rattraper son retard et même de vous battre. Donc ça, c'est pas possible dans le milieu des crypto-monnaies, enfin, disons que c'est beaucoup moins possible, parce que moi je mettrais un petit bémol quand même sur le fait que même ces marchés-là, maintenant qu'on a des futurs sur les bitcoins, sur les Ethereum, etc., bon, évidemment ces marchés futurs sont bien moindres que les marchés futurs que vous allez retrouver sur l'or par exemple, mais quand même, dès lors que vous laissez la porte d'entrée à la finance traditionnelle, je dirais que même sur ces marchés, c'est possible. Mais c'est vrai que sur le sel, par contre, c'est beaucoup, beaucoup moins possible. Le sel est un marché tout petit. Il n'y a pas de futur sur le sel. Le sel n'est même pas échangé sur des plateformes d'importance. Et le modèle qu'a choisi Alex Mashinsky semble vraiment être un très bon modèle, puisque ça a permis au sel d'être beaucoup, beaucoup moins volatile que les autres et de prendre néanmoins beaucoup plus de valeur et de surperformer largement le Bitcoin, en tout cas durant toute l'année 2020.
Donc s'il vous fallait une preuve supplémentaire, voilà encore des tricheurs qui sont débusqués et qui, malgré tout, ne sont pas punis. Voilà, alors voilà le jeu le conseil d'Alex, rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans le monde des cryptos, qui est beaucoup moins manipulé, voire non manipulé. Ensuite, il a rappelé que le sel a eu, vous savez, a passé les 5 dollars pendant une moyenne au-dessus de 5 dollars pendant plus de 10 jours consécutifs, ce qui a libéré tout un tas de sel pour les salariés de Celsius. Mais ça, vous le savez, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes. Il souligne que tous les salariés qui ont touché ces sels gratuitement ont tous, sans exception, signé un accord comme quoi ils ne toucheraient pas à leur sel pendant 3 ans. Donc ce qui laisse, je dirais, à vous les Celsians, à nous les Celsians, une longueur d'avance sur les salariés. C'est-à-dire que si vous estimez que le sel a pris beaucoup de valeur et qu'il faudrait faire un cash-out, ben vous pourrez le faire avant eux, puisque eux ne pourront rien faire avant 3 ans. Voilà. Il a ensuite parlé de ce qu'était la triple comptabilité. Il y avait une invitée qui est leur CFO, si j'ai bien... leur CFO, c'est-à-dire leur comptable, hein, ou leur contrôleuse de gestion, qui est une femme qui est japonaise, mais qui a eu une carrière à Wall Street et qui a expliqué d'où elle venait, quel était son background. Et ils ont un peu parlé de ce qu'était la triple comptabilité, qui était, alors déjà, la comptabilité simple, hein, Alex a rappelé que c'était lorsque deux personnes, un peu dans les temps préhistoriques, faisaient une transaction, je te donne une vache, tu me donnes un mouton, et puis on marquait ça sur un papier. Ça, c'était une comptabilité à une seule entrée. La comptabilité à double entrée, déjà, c'était lorsque on avait un bookkeeper, c'est-à-dire un comptable, un livre de comptes sur lesquels étaient retranscrites toutes les actions, et c'était finalement un tiers de confiance qui s'assurait de la viabilité des transactions. Et puis finalement la triple comptabilité, bah, c'est la blockchain qui permet maintenant de tout vérifier et est totalement inviolable, contrairement à la double comptabilité qui dépend quand même d'un tiers de confiance. Voilà. Il annonce une bonne nouvelle aux Américains. Bon, les Américains, à partir, vous savez, les Américains n'avaient pas le droit d'investir dans le CEL token depuis le début. Donc, malheureusement pour eux, ils ont vraiment raté je dirais, toute la très belle hausse du CEL. Mais ils pourront le faire à partir d'avril. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très ravis de devoir investir à ces niveaux-là. Parce que refaire un fois 100 va être quand même plus compliqué partant de là où on est. Mais voilà, en tout cas, à partir d'avril, si vous êtes contribuable ou résident américain, vous pourrez investir dans le CEL. Il a montré évidemment, alors ça je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Elon Musk a bien fait parler de lui dans la communauté crypto, puisqu'il a effacé sur son compte Twitter, il a tout effacé, il a juste remplacé toute sa bio par Bitcoin, hein, le hashtag Bitcoin. Donc ça a évidemment plu à tout le monde, donc ce qui montre que notre ami Elon Musk est en train de s'éveiller fortement au Bitcoin. Et vous le savez, il y a eu des échanges très très intéressants entre lui et Michael Saylor. Michael Saylor qui d'ailleurs, entre parenthèses, organise le 3 et 4 février des conférences qui seront en ligne et qui sont destinées à tous les corporates, c'est-à-dire tous les entrepreneurs, les conseiller et leur montrer comment mettre leur trésorerie en Bitcoin comme lui l'a fait. Hein, et ça lui a évidemment beaucoup réussi. Donc voilà, dernier point, Cointelegraph a fait une page entière consacrée à Alex Mashinsky, intitulée The Adventure of the Inventive Alex Mashinsky, et qui raconte un peu toute sa bio. Alors je ne suis pas allé la voir, mais je vous conseillerais d'aller la voir. Vous avez qu'à mettre, pour trouver ça, vous allez mettre directement dans Google The Adventure of the Inventive Alex Mashinsky. Bon, évidemment, tout ça est en anglais, mais c'est sur Cointelegraph. C'est vrai que Cointelegraph n'a pas toujours parlé de Celsius. Là, a priori, ils y consacrent pas mal de temps et commencent à s'intéresser au phénomène. Un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous le souhaitez, retrouvez-moi aussi sur mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.